Paris-Bordeaux. Alors, bonjour Léo, ravi de vous accueillir dans les studios moscovites de notre canal télévision Novidень. On vous salue. Bonjour, merci à vous et surtout merci de me recevoir et merci aux autorités russes et à la Fédération de Russie de m'avoir accordé ce visa qui est un miracle dans les temps qui courent pour un occidental et surtout pour un journaliste français de surcroît. Ben, j'imagine. Alors, je sais que vous êtes passé par les hauts et par les bas, que vous avez disons, même pas un dossier, un casier judiciaire, mais enfin un parcours bien chargé, si je puis dire. Votre casier judiciaire peut-être vierge, mais votre parcours est bien chargé. Vous avez été de toutes les guerres. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu vos aventures professionnelles en tant que reporter de guerre et personne de deux cultures au moins, parce que vous êtes français, vous êtes libanais, vous êtes aussi arménien, donc vous avez vraiment beaucoup de vécu. Je me sens aussi sénégalais, russe, malien, algérien, kurde, même turc ou azerbaïdjanais. On est tous frères en l'humanité au niveau des peuples. Maintenant, les régimes et la politique, c'est autre chose. Alors oui, mon parcours est simple. Je suis issu d'une famille arménienne du côté de ma mère qui est arrivée au Liban en 1803, donc plus de 100 ans avant les massacres et le génocide. Du côté de mon père aussi, tout le monde était francophone. Je suis né du fruit d'un amour donc de Nicolian et de Daderian. Mon grand-père a fait ses études à Lille pendant le massacre et donc revenu au Liban, à Ram Daderian, mon grand-père a été le concepteur des chemins de fer puisque la France avait mandat sur le Liban, du Liban jusqu'à Damas, Alep, prolongement et voire jusqu'à Bagdad. Donc je suis né au Liban, j'ai quitté le Liban très petit. En 79, j'avais 12 ans, c'était la guerre civile, malheureusement. Et donc, j'ai grandi en France, j'ai eu la nationalité française, et pour ça, je ne remercierai jamais assez la France, que j'aime, mais par contre, je ne suis pas obligé d'aimer ses gouvernants et ses présidents, ou voir sa politique étrangère catastrophique, voire même intérieure, économique, et à tous les niveaux. Donc, issu des radios libres, j'ai fait une école audiovisuelle, diplômé de radio en radio. J'atterris à l'agence France Presse et après l'AFP. Donc ma première chaîne de télévision a été TF1. Où j'ai couvert en 1991 déjà un conflit dont personne ne parlait, qui est celle du Karabakh. J'ai gardé les images. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, Bruno Fuchs, qui était le présentateur du JT de TF1, première chaîne française et européenne, l'avait lancé en disant autre point de tension, puisqu'on était en 91, première guerre du Golfe, en Union soviétique. Vous savez qu'il est très difficile d'aller en Union soviétique, encore plus difficile d'y tourner et de ramener des images. Grâce à Léo Nicolian, ce matin, nous allons vous montrer la situation. Les images que vous allez voir ont été tournées la semaine dernière. À l'époque, il n'y avait pas de satellite, donc il fallait ramener les images. C'était des Humatiques, des Betacam, il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. C'était mon premier reportage de guerre. Alors pourquoi j'ai choisi le reportage de guerre? Justement pour dénoncer les guerres, puisque moi-même j'en ai été victime dans mon enfance en tant que témoin de choses atroces. Alors les guerres et les conflits, bien sûr, c'est quelque chose d'horrible. C'est des vies qui sont prises. La plupart du temps, ce sont des civils, malheureusement, qui font les frais de ces guerres. Toutes les guerres sont condamnables. Et bien entendu, après celle du Karabakh, j'ai fait le Pakistan, l'Afghanistan. Je ne vais pas vous raconter toutes les guerres et les conflits que j'ai couvertes. Bagdad, 2003, l'invasion américaine qui a été un carnage pour la paix et la stabilité dans le Moyen-Orient. Et avant de parler de Bagdad quand même, je voulais vous demander quand même vos impressions de la première guerre du Haut-Karabakh. Parce que j'ai vu une photo que vous m'aviez montrée où vous tenez un Kalachnikov ou une Kalachnikov à la main, mitrailleuse russe, donc à côté d'un blindé. Un AK-47, effectivement, puisque dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu des facilités sur place par les autorités arméniennes, étant donné que j'étais moi-même d'origine arménienne, puisque j'avais rencontré en 91, lors de mon premier séjour justement pour TF1,
tous les gouvernants locaux qui n'étaient ni présidents ni rien, les von ter Petrosian qui deviendra président, l'indépendance aura lieu 3 mois après. Et donc, ce n'est qu'en 92 où je m'installe réellement là-bas. Bon, le fait que je sois arménien, bien sûr, j'avais ce qu'on appelait des propuska. Des laissez-passer qui me permettaient d'aller sur les fronts là où personne n'allait, même pas les journalistes arméniens eux-mêmes, que ce soit ceux de la télé du Karabakh ou d'Arménie. Eux, ils venaient après la bataille. Moi, j'étais ce qu'on appelle avec mes frères d'armes, sauf qu'eux, ils avaient la calache, moi, j'avais la caméra. J'ai été blessé, effectivement. Un obus de mortier? Qu'est-ce que ça a été? J'ai été blessé à plusieurs reprises par éclat de mortier, et puis j'ai fait l'erreur, évidemment stratégique, d'être dans un tank, et donc de la lucarne, je sortais faire mes prises de vue en oubliant évidemment que la première cible de l'ennemi, c'est les tanks, et le tank a été détruit par un missile anti-char qui est un fagot, pour les tanks. J'étais le seul survivant. Donc c'est un missile anti-char. C'est un missile anti-char. Comme un Mistral. C'est l'équivalent du missile Milan anti-char voilà, que Macron envoie par milliers aujourd'hui en Ukraine. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais dans le coin le plus reculé du blindé. Et que la contusion au choc, heureusement que la lucarne était ouverte parce que toute la pression est ressortie. Je me suis réveillé parce qu'après ce moment de sommeil qui a duré 2 ou 3 minutes à cause des émanations du diesel qui fumait. Heureusement qu'il n'y avait pas d'essence. L'intoxication plus exactement. Absolument. Et là, ils ont vu ils ont gueulé, le français est vivant, ils sont venus me sortir. Et donc, en partant, roquette, et là, éclat de mortier, un autre dans la jambe gauche. Mais bon, je ne suis pas mort, je suis en vie, et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors, Dieu soit loué. Mais par contre, vous aviez été à Chouchi, je crois, non? Parce que c'était la campagne de Chouchi, ce que vous me décrivez là. C'est la ville. Non, j'y étais plus tard. Chouchi ou Choucha, selon Choucha, version azéri, Chouchi, version arménienne. Donc, moi, j'ai été blessé première fois en février 93. Et une deuxième fois aussi, 1 mois ou 2 plus tard. Donc c'était du côté de Askeran, lorsque les Arméniens, pour défendre le Karabakh, faisaient des avancées. J'ai été aussi sur Djabraïl, Fizuli, Koubatlou, Zangelan, jusqu'à la rivière Arax, à la frontière iranienne. Bon, ce conflit, ce status quo pendant 15 ans n'a pas été réglé. La faute à qui? Ça, les deux ont des responsabilités. Et puis, bon, cette guerre-là, la dernière, à laquelle j'ai pas pu me rendre, parce que pendant ce temps-là, moi, j'étais au Liban, et j'ai vécu l'explosion du port de Beyrouth qui m'a rendu à moitié sourd, puisque j'entends très mal, mes tympans auditifs ont été touchés. Mais bon, et comme je le dis, je suis encore en vie, et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On peut se marcher dans la rue, se faire écraser par une voiture, à chacun son destin. Mais dites un peu, pour l'explosion au Liban, ça se passait comment? Les gens, disons, étaient affolés par ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un moment de stupeur généralisé? J'étais, moi, exactement dans mon appartement au moment où ça s'est passé. J'étais dans la salle de bain, je prenais ma douche. Au moment où je sors, j'étais nu, juste avec une serviette très épaisse sur ma tête. C'est ça qui m'a sauvé la vie et mon visage. J'ai senti d'abord un tremblement de terre, l'immeuble qui a bougé. Je pensais que c'était un tremblement de terre. Bon, ça m'a étonné. Au Moyen-Orient, il n'y a pas de faille sismique ni tectonique. Et puis, juste derrière, le bruit assourdissant. Et puis, évidemment, le choc, la pression, toutes les vitres qui ont explosé. Je m'en suis sorti en vie grâce à cette serviette de bain. D'autres, malheureusement, qui étaient plus près. Il y a eu des centaines de morts. Et puis, je connais tous les secrets, les tenants et les aboutissants de cette explosion. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquête internationale et qu'il n'y en aura pas. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un truc. Enfin, je sais qu'il s'agissait des matières premières qui étaient en stock. Alors, le nitrate d'ammonium qui était stocké par centaines de tonnes,
malheureusement au port de Beyrouth. Ça, c'était une grande erreur de ceux qui l'ont entreposé là-bas, dont je tairai le nom et les activités et l'appartenance politique. Mais quand on a des matières aussi dangereuses, on ne les met pas dans un port. Et pendant des années, en plus, au milieu de la population, on éloigne. C'est comme AZF à Toulouse, hein, qui est grosso modo la même chose qui s'est passée. Et évidemment, le Liban est un nid d'espions partout. Donc, y compris dans tous les camps, il y a des gens qui espionnent, que ce soit pour telle ou telle puissance étrangère. Israël était au courant, parce qu'il y a aussi des espions pour Israël, comme pour la France, comme pour toutes les nations. Et pendant que le port de Haïfa, avec des milliers d'ouvriers chinois, était en train d'être agrandi, les travaux ont duré 2-3 ans. Une fois que c'était prêt, comme par hasard, un incendie se déclenche, la matière chauffe, et il a suffi d'un avion militaire qui a lancé un missile pour que le produit chaud explose. Il fallait donc un détonateur qui était le missile. Les images existent, mais les Israéliens, se rendant compte que ça avait vraiment détruit une partie de la capitale, ont tout de suite retiré ces images qui pourtant existent. Donc d'après vous, c'est Israël qui était dans le coup et qui en fait était responsable. Non, c'est pas d'après moi. L'avion est passé, il a lancé un missile. Il a été filmé l'avion, on l'a bien vu. Il y a un screenshot, effectivement, donc d'un avion qui passe. Il n'y a que des avions israéliens qui balancent le missile. Mais ça a été tout de suite retiré, mais ça a été screené. Quant aux autres responsables libanais, puisque Hassan Diab, le Premier ministre, a été prévenu, le président libanais était au courant, mais quelques jours avant, alors que ça faisait des années qu'il était posé, ils n'ont pas tenu compte des avertissements. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquête internationale. Et c'est pour ça que les autorités libanaises refusent l'enquête même du juge Bitar, qui a demandé juste à certaines personnes d'être auditionnées. Tout est bloqué dans le pays et le système le plus corrompu de la planète, avec le peuple le plus corrompu du monde, car à chaque élection législative, moi je l'ai signalé sur RT France lorsque j'étais interviewé sur cette chaîne, à chaque élection, le peuple touche 200 à 300 $ pour une élection. Ils vont faire la fête le soir même pour se faire avoir pendant 5 ans. Et l'élection législative qui vient d'avoir lieu au Liban, là, il n'y a pas une dizaine de jours, c'est le même scénario. J'ai vu des gens, même en Arménie, des Arméniens du Liban ou d'ailleurs, on leur a payé le billet d'avion pour voter pour tel ou tel parti. Mais c'est pareil en diaspora, en France ou ailleurs, les partis politiques ont fourni soit les billets d'avion, soit de l'argent pour le vote. Alors bien sûr, il y a des candidats indépendants, mais l'avenir du Liban n'est ni entre les mains des députés libanais, ni entre les mains du régime libanais, quel que soit le régime. C'est un enjeu international et ce sont les puissances, les grandes puissances qui vont décider du sort du Liban, qui malheureusement n'est qu'un rêve, une utopie, on l'a bien vu depuis des décennies. C'est un jeu d'échecs, si vous voulez, entre les puissances, et le pion libanais tombe, et sur place, il y a des Harim, des Don Corleone, etc. etc. Alors voilà pour vous, Michel Aoun n'est pas vraiment, comment dire, très efficace. Michel Aoun a eu un rôle dans le passé. Il a voulu libérer, entre guillemets, le Liban du régime syrien. On l'a hébergé en France lorsqu'il s'est enfui, d'ailleurs sorti par la DGSE en pyjama à 4 heures du matin. Le contribuable français a payé très cher son séjour en France. Il est revenu suite à l'assassinat de Rafik Hariri, le grand financier, le grand copain de Jacques Chirac, d'ailleurs qui était le seul chef d'État à se rendre sur place, qui était aussi corrompu, mais bon, il a au moins fait quelque chose. Moi, je me souviens de mon oncle qui était tenancier de la boutique de mon grand-père, Place des Martyrs, certes Shohada, à qui on a donné à mon oncle quelques cacahuètes pour cet emplacement en lui disant « soit tu prends, soit de toutes les façons on va prendre ton emplacement et tu nous feras un procès qui va durer 150 ans solidaire ». Donc tout le système libanais est corrompu de A à Z, pas un seul président. Et puis le président n'a qu'un rôle symbolique puisque la Constitution a été changée en 91. C'est le Premier ministre qui a les pouvoirs, mais seulement le Premier ministre a-t-il les pleins pouvoirs? Il n'est que... voilà. Une république parlementaire, comme on dit. Non, même pas, malheureusement. C'est un partage confessionnel, le partage du pouvoir par religion.
qui n'est même pas dans la Constitution, c'était les accords le pacte national de 43, un pacte non écrit. À l'époque, les chrétiens maronites étaient majoritaires, donc le président plein pouvoir chrétien maronite, le premier ministre, musulman sunnite et le président du Parlement chiite. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, de facto, il y a un État dans l'État, et puis le Hezbollah, qui a aussi une branche politique, bien entendu. Qui a pignon sur rue, comme on dit. Qui a pignon sur rue, il tient tout. Donc, autrement dit, aujourd'hui, le Liban est, entre guillemets, redevenu partie de la grande Syrie, et puis l'alliance Syrie-Iran. Voilà, en Léo, gros. à titre de conclusion de cette partie de notre conversation, de cette entrevue, peut-on dire que le Liban, également, aussi bien que le Caucase, ont souffert de s'être retrouvés un peu entre l'enclume et le marteau des empires qui ont provoqué ce choc et casser la vie des gens, si je peux dire. Le Liban est une création de la France, le Liban d'aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron, que j'ai vu la première fois, justement le 22 novembre 2019, où ça s'est très bien passé entre lui et moi, je l'ai piégé par une question à laquelle il ne s'attendait pas. C'est un grand honneur de vous voir aujourd'hui, sauf que c'est le jour de l'indépendance du Liban, que pensez-vous? Et il me répond que l'année prochaine, il va faire la fête, qu'ils vont célébrer la création du Grand Liban par la France. J'ai dit oui, qui a instauré le confessionnalisme aussi, et il le reconnaît. C'était une erreur. Il n'y aurait pas eu de France, il n'y aurait pas eu de Liban, d'après vous. Le Liban actuel, tel qu'on le connaît, c'est le démembrement de l'Empire ottoman. Il y avait le mont Liban, et donc divisé pour mieux régner, parce qu'il y avait du pétrole qu'on a trouvé, la Syrie, l'Irak, etc. Et puis il y avait le petit mont Liban, où étaient les chrétiens, il y avait des massacres, et les Druzes, etc. Donc le Liban, c'était cette création-là, et puis il y avait le mandat, évidemment, à l'époque, non pas de la France, mais la Société des Nations, qui est l'ancêtre des Nations Unies, donc Liban géré par la France et la Syrie, la Palestine, l'Angleterre, les accords Sykes-Picot, mais c'est une vieille histoire. Écoutez, disons vraiment un parcours bien chargé. Pakistan, Afghanistan, Bagdad, je ne vais pas citer tous les pays. Vous avez pas mal roulé votre boss, vous parlez 9 langues, si je m'abuse, c'est bien cela, non? Arabe, arménien, français bien sûr. Donc, espagnol, anglais, un peu de pashto, d'ourdo, yaparouski, kavarito, mais tchout, pas parfaitement malheureusement, mais je me débrouille. Vous entendez vous débrouiller, oui. Voilà, mais pas suffisamment pour tenir une conversation philosophique comme je le fais dans la langue de Molière, de Montesquieu et de Chateaubriand, cette langue-là a été, je vous le rappelle, la langue de l'aristocratie à Saint-Pétersbourg. Alors, pour revenir quand même... Et le rôle négatif des Anglais, il ne faut jamais l'oublier. Excusez-moi, mais enfin, comme on est dans une émission qui est plus ou moins axée sur le choc des empires, je voulais vous demander, que pensez-vous de la Syrie par rapport au Liban? Enfin, je veux dire qu'il y a la Syrie qui, en fait, a beaucoup profité de la Russie, a largement profité, si je peux dire, et qu'on se demande, est-ce que le Liban va rester debout avec une Syrie à côté qui est assez, ma foi, spéciale à l'heure qu'il est? Qu'en pensez-vous? Écoutez, un président libanais n'a jamais été élu au suffrage universel. Il a été nommé et les députés, ils votent pour lui. Si il ne passe pas la première fois, il passe à la deuxième fois. Donc la Syrie n'a jamais d'ailleurs reconnu le Liban. Il n'y a jamais eu d'ambassade. L'armée syrienne s'est retirée après l'assassinat de Hariri. Mais pour la Syrie, le Liban est une province syrienne. Et ce qui a toujours été le cas à l'époque. C'est pour ça que je pose la question. Alors, oui, le Liban, indépendance de 1943, et puis le problème palestinien, les accords du Caire, on ne va pas refaire l'histoire. Mais voilà, c'est un enjeu international. Tout le monde avait sa milice. Tout le monde avait sa milice, Saddam Hussein avait sa milice, et c'était un camp d'entraînement aussi. L'OLP, bon, j'ai des secrets que je ne vais pas révéler, mais en fin de compte, le Liban a toujours été un terrain de football pour les autres. Il a eu une période quand même où il a été merveilleux, jusque dans 1975, et avant l'arrivée des réfugiés palestiniens qui se sont installés au Liban. Moi, je me souviens, j'ai lu le Liban, 4e pays le plus riche au monde. Et quand je suis né en 67, le dollar était à 3 livres. Quand j'y suis arrivé il y a 2 ans, il était à 1005. Il est même monté jusqu'à 30 000. Donc, effondrement économique total, 800 milliards détournés et tout l'argent des épargnants, bien sûr. Et les 17 milliards
que la France a injecté au Liban de 91 à aujourd'hui à des projets fictifs qui n'ont jamais vu le jour. C'était du lavement d'argent, c'était de la corruption. La moitié allait aux corrompus libanais, l'autre moitié en rétrocommission aux dirigeants français sur des comptes secrets numérotés au Panama et ailleurs. Oui, donc on l'appelait... Non, des projets fictifs. Vous savez, à l'époque, on l'appelait la Suisse orientale, le la Liban. Suisse du Moyen-Orient à cause du secret bancaire dans les années 60. J'ai une vidéo d'ailleurs justement là-dessus. C'était un Arménien du Liban qui parlait excellemment le français. Ça a été un rêve. C'était la Suisse du Moyen-Orient. Il a vécu par le tourisme et par les dépôts bancaires du monde entier. Les Saoudiens, les Koweïtiens, quand c'était encore des déserts, venaient passer du bon temps au Liban. Et même Oussama Ben Laden a fait ses études à Léoubi. On a retrouvé des photos de lui avec des belles femmes et de l'alcool qui coulait à flot. Issu d'une famille riche, parce que je sais même richissime, si je peux dire, pour Ben Laden, parce qu'en fait, c'est une personne qui a été choisie par les Américains, qui triait sur le volet. C'est un peu plus délicat que ça. Oussama Ben Laden, en fait, est le père de son fils, qui était un entrepreneur. Et n'oublions pas qu'à un moment donné, des wahhabites radicaux ont voulu renverser le roi Fahd d'Arabie Saoudite parce que corruption, parce que drogue, parce que alcool, parce que charter de prostituées qui venaient de la Hollande. La prise de la Mecque qui a eu lieu. La police et l'armée saoudienne n'y est pas arrivée. Le roi Fahd appelle l'ancêtre du SWAT, autrement dit la France de Giscard. Le GIGN venait d'être créé. Le capitaine Baril débarque avec 40 hommes. Seulement, il ne pouvait pas mettre les pieds sur les lieux saints de la Mecque, à moins de se convertir. Donc, il y a eu une conversion de facto symbolique. Ils ont libéré la Mecque. Et c'est là que le petit Oussama, qui est jeune, dit à son père, mais père, à un moment donné plus tard, mais ils s'intéressent tous à ce qui se passe à gauche et puis à droite, donc il raconte une histoire à son père l'emmène chez le roi, et c'est là que Oussama dit au roi, le roi lui dit, mais il y a quoi à gauche? La cause palestinienne, sauf que en ce moment, tout le monde regarde à droite, mais qu'y a-t-il à droite? À droite, il y a l'Union soviétique de Brejnev qui est rentrée en Afghanistan, ils veulent tous y aller, seulement ils n'ont pas les moyens. Quel moyen génial de se débarrasser de tous vos opposants qui ont envie d'aider les moudjahidines afghans. Donc Oussama Ben Laden a été le fer de lance. Je l'ai dans un film où le général Mohammad Yousaf des services secrets pakistanais en parle, Vincent Canistraro aussi. Donc il a été formé par la CIA, entraîné pour que tous les djihadistes du monde entier aillent faire la guerre à l'Union soviétique. On pensait qu'ils allaient tous mourir là-bas, seulement ils ne sont pas morts, ils sont revenus plus forts. Oussama Ben Laden, d'ailleurs, sa vengeance contre les États-Unis et se retourner, c'est à cause de la mort de son frère que les Bush ont fait venir en lui disant « Tu es devenu actionnaire majoritaire du terminal de Dallas au Texas, tu ne te rends pas compte, l'aéroport et le terminal, ça ne doit pas être entre les mains d'un musulman saoudien. » Il leur a dit je ne vendrai pas mes parts, et il reprend son avion qui explose en plein vol. Et c'est une des raisons de la vengeance de Ben Laden. D'ailleurs, l'attentat du World Trade Center, celui de 2001, n'est rien. Il avait déjà essayé en 93, ça n'a pas marché. Et par la suite, on connaît le développement. Mais bon, enfin, beaucoup d'histoires à raconter, encore plus. Des histoires secrètes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre. C'est surtout ce qu'il y a sous la table. C'est la face cachée de l'iceberg. Très bien. Parce que nous, par exemple, pour l'Irak, dévoiler les choses cachées. Donc, par exemple, pour l'Irak, tout le monde a parlé de l'anthrax, des produits de chimiques, que c'était un danger. Or, la véritable raison, c'est que Saddam Hussein avait décidé de ne plus utiliser le pétrodollar, puisque le dollar, après la guerre du Vietnam, les États-Unis étaient morts, quasiment ruinés. Ils ont imposé le dollar contre le pétrole, le pétrodollar, et Saddam a opté pour l'euro. Donc, c'était une perte par milliers de milliards pour les États-Unis, d'où l'envahissement de Bagdad. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez eu une aventure terrible en Irak, si je m'abuse, parce qu'en fait, vous aviez été à Bagdad le jour où les Américains ont tiré sur l'hôtel palestinien. Ils avaient dit que c'était des terroristes. Malheureusement, c'était eux, c'était pas les terroristes. Ah non, j'ai les images du char Abraham qui tire sur l'hôtel. Ils visaient précisément la télévision Al Jazeera, seulement ils se sont plantés de chambre, ils ont tapé sur Reuters. Et donc. Et vous étiez dedans?
Oui, je filmais du balcon par hasard sur le pont de la Jamouria, les blindés, et tout d'un coup, je vois le canon, le blindé qui se tourne, le canon, et ça tire sur l'hôtel Palestine. Oh là là. Donc, ils ont fait des dégâts. Frédéric Nérac, d'ailleurs, un confrère, a été assassiné par les Américains. Et moi, je l'ai échappé belle grâce à une consoeur qui m'a vu à 3 heures du matin, emmené par les Américains, avec sur la tête. Je dois la vie sauve à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin, à l'époque, qui était contre la guerre. Autrement, j'aurais disparu à Abu Ghraib. Parce qu'on vous a enlevé, en fait. Vous étiez, ils ont enlevé, puis... absolument, on a tapé à ma chambre. Si je me souviens. Oui, j'ai vu des choses horribles à Abu Ghraib. On m'a dit, ça va être ton tour. Et bon, j'y croyais sans y croire. Et je disais au bonhomme de la CIA, écoute, t'as qu'à le faire maintenant. Voilà, mets-moi une balle dans la tête. Tu me fais peur psychologiquement. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes fusillées ou c'était plutôt... on faisait de la pression sans qu'il y ait vraiment des cadavres? J'ai vu des choses, je ne sais même pas si je peux le dire. Mais si, des gens qui étaient nus, qu'on mettait sur une planche en bois. Oui. Et on leur introduisait des tuyaux dans l'anus dans lesquels on mettait des petites souris, des rats vivants à qui on n'avait rien donné à manger. Donc imaginez des dents acerbes de rats qui vous mangent les intestins de l'intérieur. Moi, j'aurais préféré une balle dans la tête. C'est les Américains qui le faisaient, les Amerlocs? Ils le faisaient pour de bon? Malheureusement, la CIA et toutes ces tortures-là, elle a une école où elle a appris ça. Non. Toutes les tortures qui ont eu lieu en Amérique du Sud et ailleurs par les Américains, parce que bon, c'est comme ça, hein, des deux côtés, on fait de la pression. Ouais, je sais, mais ça servait à quoi de faire souffrir les gens de cette façon? Parce qu'en fait, c'est atroce et ça ne sert à rien. Attendez, petit détail intéressant, les Américains ont eu une très bonne école. L'armée française en Algérie, ils se sont inspirés de ça pour l'améliorer. C'est comme le GIGN, ils se sont inspirés pour créer encore mieux le SWAT. Mais Léo, je comprends pas, parce qu'en fait, une torture sert à quelque chose. On le fait pour tirer les vers du nez. Faire parler. Alors, si on vous met un rat dans les intestins, vous êtes mort. Donc, c'est juste... Oui, mais c'était les gens qui ne voulaient pas parler, qui faisaient partie peut-être des réseaux de Abou Bakr el-Baghdadi ou des gens comme ça. Alors je comprends, on les exécutait pour faire de la pression sur les autres. On montrait ce qu'on faisait à l'un pour que les autres, et puis on a vu bien sûr les images de tous ces gens sur des cartons nus avec des fils et les chiens, ça a fait un tollé. Et on parle que le Moyen-Âge est révolu. Enfin, moi, ce que je vois, c'est digne du Moyen-Âge. Enfin, des pires périodes du Moyen-Âge, si je puis dire, l'histoire humaine. Le Moyen-Âge, on les brûlait, on les écartelait. Et c'est rien à côté d'un rat dans les intestins. Électrocuté avec, quand on vous met des fils électriques sur les seins ou sur les testicules et qu'on monte la puissance, croyez-moi, pour ça, je préfère encore une balle directe. Une balle dans la tête, Non, dans la tête, on peut se rater, mais dans l'oreille, c'est radical. Là, le crâne, il explose. Pour faire brûler la cervelle, comme ça on est sûr de ne pas souffrir toutes ces atrocités. Eh bien Léo, il n'y a rien à dire. La seule chose qui m'étonne, que vous l'avez vraiment échappé belle, hein, parce qu'en fait les Américains qui vous ont je l'ai échappé belle dans mon enfance, déjà au Liban, quand on a trouvé une balle de M16 au-dessus de mon oreiller, dans mon lit. C'est ce qui a motivé mon père à quitter le Liban dans une première fois. À Antelias, où j'habitais en face sur la plage, on a des civils qu'on avait mis nus dans des pneus, entourés de pneus qu'on a fait brûler vivants. Une autre fois, c'était une Jeep. Je me souviens du bruit. Doum, 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 c'était la mitrailleuse Douchka. Vous savez, quand on est enfant, on a tout ce qui est aventure, donc on reconnaissait au son, au bruit si c'était une Kalash ou une M16, une Douchka ou une etc. Et là, je vois une Jeep avec un type cagoulé, forcément, parce que chrétiens et musulmans, on vivait tous en harmonie dans les mêmes... Et un homme nu, avec les mains entourées par une corde, vivant, qu'on tirait sur l'asphalte dont le corps brûlait. Et c'est là que j'ai vomi, j'ai eu un étourdissement. Le lendemain, j'étais sur le balcon, mon père me demande « Tu fais quoi ?» Je regarde s'ils reviennent. C'est là que le psychiatre a dit à mon père « C'est une réaction de défense pour qu'il s'habitue. » Et là, c'est là que la décision... 1975, je suis né en 67. Ah oui, donc c'est tout jeune, quoi. Donc j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. 8 ans tout juste. Et c'est le premier cauchemar que je fais, c'est celui-là toujours qui revient, alors que j'ai vu et j'ai vécu
bien pire ailleurs, que ce soit à Bagdad, au Rwanda ou dans d'autres pays. Léo, merci d'avoir livré une partie de votre expérience. Malheureusement, notre émission tire à sa fin, parce que, enfin, touche plutôt à sa fin. Et le plus scandaleux aujourd'hui, Mais... le plus scandaleux, c'est ce que fait malheureusement notre président de la République française, Emmanuel Macron, quand il prend de l'argent du peuple de France, le contribuable, 250 millions d'euros en armement qu'il envoie aux Ukrainiens, mais Monsieur le Président, j'ai envie de lui dire, la Russie n'est pas notre ennemi, c'est peut-être un adversaire géopolitique. La Russie n'a jamais attaqué la France, c'est même Napoléon qui a essayé. Elle est trop loin pour l'attaquer. Et de toutes les façons, la Russie a même toujours été l'allié de la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, aujourd'hui, la banque Rothschild, les mondialistes, Macron, les valets de ce système de l'OTAN et des autres, on en arrive à un monde où il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de repères. On est les valets des plus puissants ou de ceux qui veulent être les plus puissants. Bah pour tout vous dire, les grands analystes français de nos jours, que ce soit Jean-Michel Bernochet, Émeric Choprade ou Yvan Amblot, enfin tous racontent en chœur que la France serait intéressée à pratiquer l'alliance de revers avec la Russie, compte tenu du fait que la Russie part trop loin pour gêner la France. Et ce n'est pas une puissance limitrophe. Elle se trouve peut-être pas à l'autre bout du monde, mais en tout cas dans l'Orient, enfin pas l'Orient, mais plutôt l'Est du continent, tandis que la France est à l'Ouest, et que la France aurait intérêt vraiment à pactiser avec la Russie et en tirer un certain profit, ce qui est parfaitement naturel. Qu'avait dit De Gaulle. De Gaulle était venu en Russie à plusieurs reprises. Je me souviens en 1956 du sommet franco-soviétique avec Guy Mollet, Premier ministre, et Christian Pineau qui était venu voir Khrouchtchev et Mikoyan, mais physiquement, spirituellement, psychologiquement, le peuple de France est l'ami du peuple russe. Je ne vois pas ce qu'on va chercher de l'autre côté du monde. Ça va de soi. Compte tenu du fait que vous avez encore beaucoup de choses à livrer, surtout votre analyse sur la situation actuelle en France, la conjoncture que le pays est en train de vivre, et puis votre expérience personnel avec Macron, on sait très bien qu'il y a eu un accrochage de bec, une prise de bec plus exactement. Non, une invective, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas violenté. Je vous propose de faire une émission à part, donc pour ne pas froisser cette deuxième partie, qui devrait, à mon sens, être digne de la première. Je vous remercie beaucoup parce qu'en fait, vous avez livré, je ne dis pas de secret, mais en tout cas votre expérience professionnelle, personnelle, psychologique, des guerres que vous avez connues encore tout gosse, tout enfant, ensuite en grandissant. Et qui me vaut aujourd'hui une censure totale en France. Aucun média ne m'invite sur un plateau. Je n'ai plus le droit d'exercer. Des amis que j'ai embauchés à l'époque où ils étaient stagiaires se retrouvent à la tête de la direction de l'info de certains médias et des plus puissants me disent clairement tu es mort, on a des consignes, car les médias sont contrôlés, on est tous aux ordres de l'Élysée, du Macron, du chef de l'État, quel que soit chef d'État, ta liberté d'expression et tes vérités dérangent. On vous souhaite quand même une longue vie, on est sûr que, bon, déjà rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré, alors je suis sûr que, bon, en touchant du bois, comme on fait à Marseille, ici, donc sur ma tête, que vous allez vivre aux frais de vieux os, comme on dit, enfin vous allez encore vivre plusieurs décennies et que vous allez vraiment nous étonner encore par les choses que... Malheureusement, ma santé est très défaillante. Personne n'est éternel, mais je suis heureux d'avoir déjà atteint mes 55 ans, alors que j'étais censé partir bien plus tôt. Il me reste peut-être 1, 2, 3 ans à vivre, mais je ne regrette rien, comme disait Edith Piaf, et la vie est belle, et l'éternité peut-être sera meilleure que le monde actuel. Bravo, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Une fois de plus, je vais essayer de vous recontacter pour ma deuxième émission. Ce sera peut-être déjà pour vous à partir de Paris, ou peut-être vous restez sur Moscou, enfin on verra bien. Oui, parce que j'ai demandé l'asile politique. C'est pour ça que je le dis. Donc je dois quitter la Russie parce que mon visa se termine. Mais c'est vrai que l'accueil des Russes, cette générosité, cette entraide, avant même qu'ils sachent qui je suis, dans le métro, partout ailleurs, la propreté de la ville, la modernité. Malheureusement, Paris, la plus belle ville du monde, est devenue la poubelle du monde, et la France est en déclin depuis des décennies. Et Macron, comme tous les chefs d'État qu'on a eus, n'est que celui qui rajoute un clou de plus sur le cercueil de la maison France. Malheureusement, parce que je connais France tout petit et puis resté jusqu'à mes 29 ans, donc j'en sais quelque chose. Mais Léo, encore une fois, merci.
Léo Nicolian, qui a été des nôtres, et donc qui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc, nous a dessiné un peu son parcours à travers la vie, les pays et les aventures qu'il avait vécues. On le retrouve dans nos studios. Очень приятно, большое спасибо и большое спасибо Россия et le peuple de Russie et ses dirigeants de m'avoir permis de revoir Moscou que j'avais pas vu depuis 91, qui est non plus une ville, une capitale, mais une mégapole d'une modernité extraordinaire. Et la France et Paris doit être bien jalouse. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Restez à l'écoute et à l'image de Novy Dень. Notre émission est terminée. Merci. Ça a été Alexandre Artamonov, observateur politique international et militaire. À très bientôt. Au revoir. Très bien, Léo. Parfait. Écoute.